France 24 et La Première présentent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre magazine consacré à l'actualité et la découverte de ces territoires. Et désolé d'avance pour cette petite extinction de voix. À la une, cette semaine, 11e mort depuis le début de la crise en Nouvelle-Calédonie. Un homme décédé à la suite d'affrontements avec les forces de l'ordre. On en parle dans cette édition. La situation reste donc tendue. Sur le Caillou, on déplore de nouveaux affrontements du côté de Thio. L'usine de nickel de la SLN constate aussi d'importants dégâts sur ses installations. On fait le point sur la situation avec Victor Pérez-Boucheron. Voilà 3 mois que la Nouvelle-Calédonie est dans l'impasse, en proie à une nouvelle flambée de violence. Le bilan est porté à 11 morts après qu'un homme a été tué par des tirs de gendarmes à Thio. L'incident s'est déroulé lors d'une opération de déblayement d'une route provinciale qui, selon le procureur de Nouméa, était entravée par une vingtaine d'individus. Une situation tendue qui, selon le haut-commissaire, justifie la fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre, de même que l'interdiction du port et du transport d'armes et la vente d'alcool à Thio, contrairement au reste du territoire. Un convoyeur et d'autres outils de travail ont été incendiés et détruits. On a encore sur Cricosa un engin minier encore qui a brûlé. Par contre, la voie est accessible. On a eu quelques exactions, par exemple sur le port de Thio. Le tapis a été incendié. Également une chaloupe aussi. Le partenaire État, quant à lui, est aux abonnés absents. Bien qu'Emmanuel Macron sollicite un rendez-vous sur le sujet en septembre avec les groupes politiques, il devra faire face aux non-indépendantistes qui attendent que le texte réintègre le cheminement législatif et indépendantistes qui exigent le retrait pur et simple du projet de loi. 5 de leurs militants et leaders sont toujours incarcérés dans l'Hexagone, 2 sous contrôle judiciaire. Pour l'heure, on estime à 2 milliards d'euros les dégâts sur le Caillou. Dans l'actualité, également cette semaine, la fête de l'Assomption pour tous les chrétiens d'outre-mer. Fait particulier à Wallis, 2 célébrations coutumières se sont tenues en parallèle. 2 cérémonies pour 2 rois différents. Depuis 8 ans maintenant, ces 2 rois rivaux cohabitent dans un même royaume. Les fidèles ont notamment dédié leur prière à la fin de la division coutumière sur leur île. Écoutez. Nous avons tenu à mettre en place ce chef coutumier pour ouvert, qui est celui qui doit aider la Vélois, aider la chefferie à la recherche de la réconciliation. Actuellement, il y a toujours cette division. Mais j'espère vraiment qu'à l'avenir, cela va changer. Avec les prières des uns et des autres, j'ai espoir que nous puissions retrouver l'unité qui existait avant. Et à Mayotte, la joie des habitants après l'évacuation finale du camp de Cavani. Depuis la mi-mars, des dizaines de migrants campaient sur les trottoirs après le démantèlement du squat. Installés initialement dans le stade, on vous en parlait dans nos précédentes éditions. Cette semaine, les derniers migrants ont été délogés. Le reportage de Raphaël Kahn et Assadi Arazafitseno. La plupart des migrants ont déjà été évacués à l'aube, mais des bus sont rappelés. Seules les femmes et les enfants sont acceptés, les hommes restent sur le trottoir. Ils se présentent comme de simples retardataires. Parmi nous, il y a ceux qui se lèvent très tôt pour partir là à Massimonie pour se laver. Alors quand ils sont revenus, la police avait déjà bloqué la route et il n'y a personne qui entre dans le camp. Selon la préfecture, ils ne faisaient pas partie des migrants recensés dans cette rue. Certains avaient d'ailleurs déjà obtenu des solutions d'hébergement. Certaines personnes sont logées à proximité, ont réussi à trouver un moyen pour se loger. Et aujourd'hui, l'État doit reloger les personnes qui sont à la rue et non pas des personnes qui, par opportunisme, veulent se greffer à l'opération. Leur présence n'a pas empêché les services de la ville de se débarrasser des campements de fortune. Mais certains membres du collectif de Cavani ne comptent pas encore démonter leur tente. Elles ne veulent pas crier victoire trop tôt. Si nous voyons que les migrants ne reviennent pas, alors nous partirons aussi. Nous avons quitté nos familles, nos maisons, nous rentrerons chez nous. Ça me brise le cœur qu'on nous promette de les évacuer pour qu'ils reviennent tous ici dès le lendemain.
Un arrêté municipal est déjà en vigueur pour interdire l'occupation de cette rue. La mairie compte bien le faire respecter. Et à Mayotte, toujours la baisse de natalité cette année. Malheureusement, pas suffisant pour désengorger les PMI. Tous les établissements de l'île manquent de moyens et de personnel. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Chafanti Alibako et Youssouf Ahmed Matouar. L'attente à la PMI de Kaweni est longue, 1 heure en moyenne. Faute de place, des femmes s'assoient là où elles peuvent. On est nombreux, il n'y a pas trop de personnel pour pouvoir nous gérer. Du coup, il faut qu'on attende beaucoup plus longtemps que prévu des fois. On est en sous-effectif de sages-femmes par rapport à une population de femmes qui est assez importante. Donc ça, que ce soit en PMI ou au CHM, ça va impacter parce qu'on ne va pas pouvoir faire les prises en charge qu'on désire. Les services de protection maternelle et infantile saturent. Les Mahorais s'en détournent. Beaucoup ici sont d'origine étrangère, parfois en situation irrégulière. Certains confient en off venir très tôt pour échapper au contrôle de police. À la PMI de Passamainti, les professionnels de santé peinent à instaurer un suivi. Les gens viennent avec beaucoup d'enfants. Le nombre d'enfants, c'est entre 5 et 9. J'ai vu le maximum que j'ai vu ici, c'est 12 enfants. Le nombre de médecins est insuffisant dans ces structures départementales. À Passamainti, les locaux inadaptés sont submergés par l'afflux d'habitants de Passamainti, Mtsapéré et Tsunzu. Le personnel vaccine chaque semaine de nouveaux patients. On va dire qu'à une journée déjà, on accueille des mamans et des enfants, plus de 50 enfants par jour pour les rendez-vous et on ne sait même plus comment on va faire. Ce bâtiment, un chantier démarré en 2020, est censé accueillir la prochaine PMI. Il est désormais laissé à l'abandon. Le personnel jongle. À ce jour, on a 17 PMI en activité. On a à peu près 80% de non-assurés sociaux et 20% d'assurés sociaux. Si la volonté des personnels pour rendre la PMI attrayante et accessible à tous est présente, les défis restent colossaux. Direction la Polynésie. À présent, et cette bonne idée, le Réo Tahiti désormais accessible sur Google Traduction. Le géant américain vient d'ajouter 110 nouvelles langues grâce à l'intelligence artificielle. Un outil pratique à perfectionner et qui inscrit surtout cette langue locale sur le numérique. Mélodie Ouila Moafa Sioné, Vito Tapao et Melissa Chong. Depuis fin juin, on peut désormais traduire instantanément du tahitien vers n'importe quelle langue de la plateforme Google Traduction et vice-versa. C'est vraiment la diffusion en fait, de la culture tahitienne d'un point de vue mondial. Ça peut aider les touristes à se repérer, s'orienter sur les sites qu'ils visitent. Les traductions ne sont pas toujours justes et j'avoue que si ça avait été mieux calibré, je l'utiliserais. Grâce à un modèle de langage de pointe, Google Traduction s'est diversifié avec 110 nouvelles langues. La sélection s'est faite sur le nombre de locuteurs et la quantité de données emmagasinées sur le web pour justement aider l'IA à affiner ses traductions, un outil utilisé par les académiciens pour compléter leurs recherches. J'ai constaté qu'il y avait pas mal d'erreurs de traduction. Il y a des mots qui ne correspondent pas et par ailleurs, il manque également les accents. Le eta, le tarva. Pour un apprenant, c'est difficile de lire s'il n'y a pas ces accents-là. Il y a un plus quoi, que les autres sachent parler notre langue. Comme ça, quand ils viennent ici, ils savent déjà parler. Mais le problème, c'est ceux qui les reçoivent, qui ne savent pas parler sur sa langue maternelle. Le tahitien, le tongien, le fidjien rejoignent d'autres langues du Pacifique comme le hawaïen, le maori et le samoan déjà opérationnels sur la plateforme. D'autres îles de la région espèrent ainsi voir leur dialecte sauvé de l'extinction. Le géant américain a d'ores et déjà annoncé travailler à l'intégration de 1000 autres langues grâce aux évolutions futures de l'intelligence artificielle. Et on vous emmène maintenant à la découverte des haras de Guyane, une espèce plutôt difficile à observer sur ce territoire, qui plus est en ville. Mais depuis 2 ans, quelques perroquets citadins font le bonheur des Cayennais. Parmi eux, Catherine Boutet, Clotilde, Séraphin Georges et Phil Labonté. C'est la fin de la journée, cité Zéphyr. Le soleil va se coucher dans un peu plus d'1 heure. À la bâtie, comme tous les jours, le spectacle va pouvoir commencer. Marvin Yamb, créateur de ce tiers-lieu artistique, est aux premières loges. Mais c'est 18h, réglé comme une horloge.
Là, les deux là sont là. Tout à l'heure, il y en aura. Toute la troupe va arriver. Je pense qu'eux, ils viennent en reconnaissance. Six haras bleus ont pris l'habitude de venir se poser dans la zone. Des perroquets avec des rituels. Voler d'arbre en arbre jusqu'à la tombée de la nuit. Le premier spécimen a été observé à Cayenne en 2017. Un seul individu d'abord, et puis deux, je crois, à partir de 2021 ou 2022. On est sûr qu'ils se sont reproduits en 2022. Alors ils restent ici parce qu'ils trouvent tout ce dont ils ont besoin. De la nourriture abondante, des palmiers. Ils trouvent des endroits pour dormir, des trous dans les palmiers creux pour se reproduire. Et surtout, ils n'ont pas peur de l'homme parce qu'à l'origine, ce sont des oiseaux échappés de captivité. Des animaux rares, localisés normalement à l'est et à l'extrême sud de la Guyane. Les riverains n'en reviennent pas. Ça fait 55 ans presque, plus que ça même. Mes enfants sont nés et tout, je n'ai jamais vu des haras ici. Et en les voyant, je suis joyeux, je dis bon, ça me rappelle l'Amazone. Et j'aurais tant voulu qu'on ait encore un peu partout et qu'on n'en touche pas. Depuis quelques semaines, un Kakatoès à huppe jaune a été adopté par le groupe. L'oiseau était en captivité avec des haras. Lorsqu'il s'est échappé, il a cherché naturellement la même compagnie. Un hara rouge et un gris du Gabon ont été signalés dans l'île de Cayenne. Alors, qui sait, la famille recomposée de perroquets va peut-être de nouveau s'agrandir. C'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Encore désolé pour ma voix aujourd'hui. Prenez soin de vous et rendez-vous le week-end prochain sur France 24. Merci, monsieur. Et moi ? Après 40 ans de dictature salazariste,
Une poignée de militaires prépare la chute du régime. L'objectif, c'était le quartier général de la garde républicaine. Le peuple s'est joint à l'armée et a transformé le coup d'État en révolution. On les surnomme les capitaines d'avril. On devait présenter au peuple portugais un projet politique cohérent qui exprimait notre révolte. Démocratiser le pays, organiser des élections libres et rejoindre l'Union européenne. C'est à nous de nous battre pour que ces droits acquis il y a 50 ans ne soient pas perdus. Chute de la dictature salazariste retracée dans Biais Retour, à voir sur France 24.